Ok, donc là on va aborder la vidéo ensemble sur la radiographie et le scanner thoracique. Donc je vais vous présenter dans une première partie la radiographie et puis on verra ensuite ensemble le scanner. Donc là c'est pas sous forme de pathologie, c'est vraiment histoire de voir la radio de A à Z. C'est important de bien aborder la radio, tout simplement parce que c'est pour le coup c'est l'examen qui va tomber le plus fréquemment, donc c'est quelque chose que vous devez maîtriser. Les urgentistes doivent être capables d'interpréter une radiographie thorax, alors que le scanner, ça reste un examen qui est spécialisé. Donc la radiographie, tout médecin doit être capable d'interpréter au minimum une radiographie thorax. Donc, et également en pédiatrie, c'est un examen qui est très souvent réalisé avec les élargissements du médiastin, avec les pneumopathies rondes. Donc il y a beaucoup d'éléments à savoir. Donc nous, on va essayer vraiment d'aborder ça de A à Z. Je ne vais pas aborder particulièrement d'items, mais vous allez voir qu'on va essayer d'aborder le plus de choses et d'être le plus complet possible. Donc on va attaquer tout de suite pour rentrer dans le vif du sujet. Donc, dans un premier temps, on va voir que c'est important d'avoir des bons critères de réalisation de la radiographie thorax. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que, évidemment, le but, c'est que le patient puisse être debout avec une inspiration profonde et qui reste en apnée pour avoir les poumons qui sont le plus larges et le plus dégagés possible pour qu'on puisse voir bien l'intérieur. Et un élément qui est important à savoir, c'est que l'incidence de la radio doit être postéro-antérieure. C'est-à-dire que là, vous voyez ce que le patient porte à la main, c'est la cassette, c'est-à-dire c'est entre guillemets là où l'image va être imprimée. D'accord? Sauf que eux, les rayons, ils vont arriver par derrière, comme ça, ici. Donc on voit que les rayons arrivent derrière le patient. Donc mettez-vous bien cette image en tête de ce patient qui porte la cassette. Les rayons arrivent dans ce sens, comme ceci, clac, ils vont passer là. Et ensuite, en fonction des tissus qui vont traverser, ils vont s'imprimer sur cette cassette-là. Donc c'est pour ça qu'on dit que l'incidence est postéro-antérieure. Ok. Ensuite, en termes de réalisation, de base, on va faire un cliché de face et on peut s'amuser à réaliser des clichés de profil, mais qui sont rarement réalisés. On peut, pour pouvoir décrire de manière plus précise une anomalie, pour pouvoir la localiser, on verra que notamment on peut utiliser le signe de la silhouette, mais on peut utiliser ça. Après, nous, au CHU, on va par exemple utiliser le scanner qui va être plus précis, mais en première intention, c'est plutôt une radiographie qui est réalisée de face. Et en termes d'expiration, c'est plutôt rare. Maintenant, on utilise essentiellement pour rechercher les trapages d'air. Donc, je l'ai déjà expliqué dans tout ce qui était pathologie avec les corps étrangers, mais on le reverra ensemble en termes de sémiologie. Ok, voilà, donc ça c'est important. Debout, incidence postéro-antérieure avec un cliché de profil rarement réalisé et des clichés qui sont en inspira profonde et en apnée. Ok, voilà. Ensuite, en termes de critères de qualité, c'est important parce que c'est des éléments qui tombent et c'est important d'avoir une bonne radio. Donc, il faut que le patient ait une radio qui soit réalisée vraiment bien de face. D'accord. Donc, on va voir que ça doit être de 1. Premier élément, il faut que ça prenne tout le thorax avec une visualisation bien des coupoles diaphragmatiques qui sont ici. Donc, elles, il faut pouvoir les voir. Il faut qu'on puisse analyser les cul-de-sac osso-diaphragmatiques pour pouvoir déceler des petits épanchements pleuraux, d'accord? Et ensuite, si le patient est bien debout, il faut pouvoir être sûr de voir la poche air gastrique. Donc, si vous comprenez, il y a le niveau liquide ici au niveau de l'estomac, et vu qu'il n'est pas toujours rempli et qu'il souvent il y a de l'air à l'intérieur, l'air lui vu il va monter et que le patient est debout, l'air va se situer en haut. Alors que si le patient est allongé, l'air va se situer dans un autre plan et du coup il va se mélanger avec l'eau en termes d'incidence. Donc c'est pour ça que c'est important d'être sûr que le patient fait bien une radiographie debout et pour être sûr, vous devez avoir ce niveau, cette poche à air gastrique qui va nous permettre de comprendre que le patient est bien debout. Ok. Ensuite, le deuxième élément à bien avoir, c'est que le patient doit faire une radiographie bien de face parce que s'il y a un petit peu de profil, finalement, le cœur il va pouvoir par exemple se mettre de cette façon-là et donc ça va pouvoir augmenter artificiellement la taille du cœur. Donc le plus important, c'est une radiographie qui est réalisée bien de face. Donc pour ceci, il faut que la ligne ici au niveau des épineuses, donc c'est elle qui va être notre guide, la ligne des épineuses soit bien au milieu des vertèbres, d'accord, que l'espace ici soit le même qu'ici, donc ça veut nous dire que c'est bien réalisé de face, et également que les clavicules se projettent de la même manière face à cette ligne des épineuses. D'accord. Donc on a dit tête des clavicules à égale distance et processus épineux, que les épineuses justement soient bien au milieu des vertèbres, d'accord, et que la trachée reste bien médiane. Voilà, donc on voit la trachée qui est ici, clac, clac, la trachée là, voilà, la trachée c'est important qu'elle soit médiane. Ok, donc ça c'est le 1, il faut que ça prenne tout le thorax, imaginons si ça arrête là, ça va pas. De 2, il faut qu'elle soit bien de face. Et de 3, il faut qu'elle soit en inspiration profonde. Donc il faut qu'on puisse voir 6 arcs costaux antérieurs, d'accord. Donc les 6 arcs costaux antérieurs, ce sont ceux-ci, ceux qui sont dans cette forme-là. Donc on va les regarder de l'autre côté avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc là c'est bon, on en a supérieur à 6, ok. Et ou bien 9 postérieurs. Les postérieurs, c'est ce qu'on voit plus facilement. Ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc 9 au-dessus de la ligne du diaphragme qui est ici. Ok. Voilà, donc là, sur cette radiographie, elle est bien réalisée.
Donc ça, c'est les critères de qualité que vous devez connaître. Ensuite, en termes de deuxième critère de qualité, tout ce qui est mauvaise qualité, c'est une radiographie, donc on a dit qui est postéro, une radiographie qui était réalisée en antéro-postérieur, c'est une radiographie de mauvaise qualité, d'accord? Parce qu'on va avoir un pseudo-élargissement du médiastin, on va avoir une pseudo-cardiomégalie, d'accord? Donc c'est important de bien faire ça. L'inspiration, elle peut ne pas être assez profonde, avec pareil, une pseudo-infiltration des bases et une pseudo-cardiomégalie. Et il ne faut pas que la radio soit réalisée de biais, pareil, parce que les têtes de clavicule ne vont pas être bien centrées et on va avoir une asymétrie des poumons. Ok, avec des poumons qui peuvent être plus ou moins radio clairs, et malheureusement, ça va fausser la radiographie. Voilà. Donc ça, c'est les critères de mauvaise qualité. Donc on voit ici que, hop, je vais me mettre un tout petit peu plus petit, ici, clac. Là, c'est une bonne, la 1, elle est bien, et la 2, elle est moins bien. Avec un médiastin qui paraît plus élargi, alors que c'est la même radiographie. Il y en a une qui est en postéro-antérieur, hop, donc là elle est bien, et elle est en antéro-postérieur. Ok, donc là les poumons sont mieux dégagés que ici, et pareil, le médiastin, il est fin, alors que là il est pseudo-élargi, alors que c'est pas normal. Ok. Voilà, donc voilà la différence principale. Il faut que vous n'allez pas particulièrement la reconnaître en termes de qualité, on ne le voit pas particulièrement, mais ça va donner un pseudo-élargissement du médiastin. Donc c'est important. Ensuite, justement en radiographie, le but c'est de bien comprendre les différentes terminologies. Donc on va voir qu'il y a 4 densités en radio. En radio, on parle de radio opaque ou radio claire. D'accord? Donc ici, je vous montre, tac. Donc comme on voit, il y a 4 densités avec 1, l'air, 2, les tissus, ensuite l'eau et ensuite le calcium. Donc en fonction de quel tissu est traversé, si on traverse du calcium, tout ce qui est os, etc., ça va être assez radio comme ça, radio clair. Ensuite de l'eau, c'est un petit peu moins radio clair. L'huile, c'est encore moins. Et l'air, après, c'est totalement noir. Donc quand c'est noir ici, c'est bien radio opaque avec le poumon et notamment l'air ici qui est autour du patient. Okay. Ici, on a une vraie radio-clarté, tout simplement parce qu'on peut avoir par exemple une très grosse bulle d'emphysème ou bien un pneumothorax. Donc tout ce qui est air, hop, avec la poche air gastrique, de l'emphysème, un pneumothorax. Ensuite, vous allez avoir les tissus et notamment tout ce qui est graisse. Voilà, donc vous allez avoir, alors ici on voit pas trop, mais ici au niveau des clavicules, voilà, des creux sous-cutanés, ici le gras un petit peu du dos. Ensuite, vous allez avoir tout ce qui est liquidien, avec le médiastin, c'est un peu plus liquidien, d'accord, avec le cœur, le foie, les adénomégalies. Okay. Et ensuite, vous allez avoir tout ce qui est osseux avec l'os et les calcifications. Donc voilà, ça c'est un petit peu important de connaître en termes de la densité, va monter progressivement dans ce sens-là. Okay. Donc là, hop, plus on va vers ici, plus la dense et plus l'opacité en scanner, en radiographie, pardon, on parle d'opacité, donc radio opaque ou radio clair. Donc ça, c'est important d'avoir bien ces éléments-là. Donc on va voir que ça a son importance et ça permet un petit peu de raisonner. Donc quand vous voyez quelque chose qui est très radio clair, c'est plutôt quelque chose qui doit faire penser à de l'air. Ok, radio opaque, pardon. Alors que si c'est très radio clair, justement, c'est plutôt du calcium. Voilà, donc ça c'est important d'avoir cette terminologie dans l'œil. Et on va voir ensuite comment justement lire une radiographie. Donc c'est important d'essayer d'avoir une analyse systématique parce qu'on le verra après. Parfois, on va avoir malheureusement des petits signes en plus et on a un syndrome qui est assez classique qui est de reconnaître un élément pathologique et après de ne pas focaliser son attention sur le reste. Donc de ne plus avoir son œil sur le reste. Et donc c'est important de voir la pathologie, donc par exemple une pneumopathie ou une masse pulmonaire, mais de ne pas passer à côté par exemple d'une fracture osseuse ou bien d'une métastase osseuse. Ok, donc c'est important. Donc le but c'est d'avoir une analyse systématique. On va voir ensemble que on peut essayer d'avoir par exemple une analyse qui peut être en spirale comme ceci, pour ne rien passer à côté, ou bien comme ceci, donc là on va laisser passer, soit hop comme ceci, ou bien tac, tac, tac. Voilà, mais le but c'est d'être systématique ou bien par système. Chacun décide ce qu'il a envie de faire, mais voilà, moi j'essaie d'être plutôt par système, de voir un petit peu le tissu mou, après de regarder le médiastin, après de regarder le coupole diaphragmatique, après de regarder les émissions pulmonaires, puis l'os, puis zone aveugle. Ok, mais c'est important de bien faire attention et de bien se focaliser sur les différentes zones et de ne rien oublier pour ne pas tout simplement passer à côté des choses lorsqu'on a vu un élément pathologique. Donc ensuite, on va le voir ensemble, il faut définir les anomalies qu'on voit. Donc on va voir notamment faire la différence entre le syndrome alvéolaire, le syndrome interstitiel, tout ce qui est bronchique, tout ce qui est médiastinal. Donc 1, on fait l'analyse thématique, 2, on voit les anomalies, et en 3, en fait, on va le regrouper en syndrome qui va donner des pathologies. Ok, donc c'est vraiment ce schéma-là, on lit de manière systématique, on voit les anomalies, donc les lésions élémentaires, donc ça c'est vraiment lésions élémentaires, ça,
Et ensuite, en fonction des lésions élémentaires, on va pouvoir les classer en syndrome et ces syndromes vont correspondre à plusieurs pathologies. Donc c'est vraiment ce schéma-là que vous allez devoir suivre. Donc ici, par exemple, on va suivre, on va par exemple commencer par tout ce qui est tissu mou. Donc j'aime bien commencer moi par tissu mou. Ici, je vois rien de particulier. Je regarde ici au niveau des creux axillaires. Ok, donc il n'y a pas de ganglion, il n'y a pas d'air, donc il n'y a pas d'emphysème. Ok, après on va regarder l'os pour voir s'il n'y a pas de souci particulier. Hop, hop, on va regarder ici les clavicules, il n'y a rien de particulier. Les scapulaires, il n'y a rien. Ici c'est bon, on va essayer de regarder toutes les côtes. A priori, on voit rien. On essaie de regarder rapidement le rachis. On voit rien. Ici, ici. Ok. Donc, au niveau de l'os, il n'y a rien. Ensuite, on va regarder aussi, par exemple, le médiastin. Donc là, on voit qu'on a un espèce de pseudo-élargissement du massif cardiaque. Donc, on a probablement une cardiomégalie. Ok. Avec ici, tac, un épanchement pleural bilatéral. Ici, il est de faible abondance à droite. Il est de moyenne abondance à gauche. Ici, à cet endroit-là. Donc, avec une ligne d'amoiseau. Donc, épanchement pleural là. Ensuite, on va regarder le poumon. Avec le poumon ici, qu'on voit qu'on a une espèce d'infiltrat alvéolo-interstitiel périhilaire. Tac. Et donc, effectivement, dans un patient de 72 ans, dyspnée d'apparition rapidement progressive dans l'après-midi avec tout, expectoration rosée, on pense un OAP. Est-ce que le tableau est compatible avec un épanchement là, avec une cardiomégalie, un épaississement bronchovasculaire alvéolo-interstitiel bah oui, donc on est bon. Donc opacité alvéolo-interstitielle, donc interstitiel bilatéral prédominant au niveau des bases, alvéolo-interstitiel confluent des îles, on est bien dans un cas d'OAP. Donc voilà, le but c'est de vraiment d'être systématique, de voir le contexte clinique, de regarder de manière systématique la radiographie et ensuite en fonction des constatations de créer des syndromes qui eux vont après être compatibles avec un diagnostic qui, ce que le diagnostic lui est compatible avec l'histoire clinique. Vous voyez, vous êtes toujours obligé de lecture systématique qui va nous donner là, voir tout ce qui est les lésions élémentaires. Les lésions élémentaires vont rentrer dans le cadre de syndrome. Ce syndrome va rentrer dans le cadre d'une pathologie et cette pathologie doit être confirmée par l'hypothèse diagnostique. Vous avez toujours ce qu'on appelle l'hypothèse. Est-ce que c'est compatible avec ce que le patient présente? Ok. Voilà, donc c'est vraiment ce schéma-là que vous devez essayer d'avoir mentalement à chaque fois que vous lisez une radiographie. Ok, donc on va regarder un petit peu étape par étape et justement en 1, je vous invite à regarder, j'aime bien regarder d'abord ce que personne ne regarde, donc tissu mou, muscles, os et le cadre. Ok, donc c'est pas la première raison d'être une radiographie, mais ça nous évite de passer à côté. Ok, donc important d'analyser, ça va souvent être des signes accompagnants et notamment si vous avez des métastases pulmonaires avec des masses mammaires, de l'emphysème sous-cutané et des fractures de côte, des choses que les gens ne voient pas et ça peut être des pertes de points faciles. Ok, donc voilà, ça c'était mon petit disclaimer. Et le but maintenant, on va essayer de voir les principaux syndromes. Donc de 1, vous allez avoir tout ce qui est syndrome bronchique avec plusieurs signes directs. Donc on a soit vraiment des parois épaissies, d'accord. Donc on va voir que si on le regarde de face, on va avoir quelque chose qui va plutôt être une image en rail, alors que si on va avoir quelque chose qu'on va couper dans le long, on va avoir quelque chose comme ça. Okay. Soit on va avoir tout ce qu'on appelle bronchogramme, donc c'est la visibilité anormale des bronches dans un syndrome alvéolaire. Ok, on va comprendre. Et ensuite, dilatation des bronches, c'est dilatation. Donc vous avez soit les bronches qui sont normales mais la paroi épaissie, soit vous avez une dilatation de la bronche, soit vous avez une bronche normale mais qui est bien plus visible dans une opacité qui est périphérique. Donc ça, c'est les 3 cas de syndrome bronchique. Donc hop, on va regarder à quoi ça ressemble. Donc si vous avez vos bronches qui sont coupées dans ce sens-là, ici vous avez un syndrome bronchique avec une image en rail, donc on la voit, et ici la corrélation en scanner. Ensuite, vous pouvez avoir quand vous voyez la bronche arriver face à vous, donc là la bronche arrive face à vous, vous la coupez dans ce sens-là, et hop, la bronche elle est comme ça, épaissie, avec une image en anneau. Donc vraiment, normalement la paroi elle est beaucoup plus fine. Là, hop, ici normalement on a la paroi qui est bien fine comme ça, et là nous, tac, on va avoir une paroi qui est épaissie. Donc ça c'est vraiment le syndrome bronchique par épaississement pariétal. Pas très compliqué à voir, ok. Ensuite, vous allez pouvoir avoir tout ce qui est dilatation de bronche. Donc là, c'est autre chose. La dilatation de bronche, c'est vraiment la dilatation de son calibre. Donc nous, on avait dit on peut avoir une dilatation, un épaississement de sa paroi. Et après, on peut avoir une dilatation de son calibre. Donc ça rentre dans le cadre des dilatations de bronche. Les dilatations de bronche, elles, peuvent être de plusieurs formes. Elles peuvent être classiquement juste de calibre augmenté comme ceci, soit elles peuvent être de calibre augmenté mais un petit peu kystiques, vraiment avec des vrais kystes. Donc là on voit que les bronches forment des kystes avec parfois même des niveaux liquides à l'intérieur, d'accord. Et donc là on a dit dans les kystiques vous avez un niveau hydroaérique à l'intérieur, d'accord. Et après on va voir qu'il y a une autre forme encore de dilatation de bronche. Donc je vous l'ai mis ici avec c'est un exemple avec dilatation de bronche. On va voir ensuite les signes indirects et on va détailler le tout juste après. Donc en termes de signes indirects, vous avez à cause de l'atteinte de la bronche, qu'est-ce que ça va donner? Donc s'il y a un processus endobronchique, donc que ce soit un corps étranger ou bien une tumeur, qu'il soit pariétale ou extra-bronchique, ça va obstruer la bronche. Et qu'est-ce que ça va donner quand ça va obstruer la bronche? Ça va donner de 1, une atelectasie, d'accord,
Et de deux, ça peut donner également un piégeage. Donc piégeage, c'est quand l'obstruction elle est partielle. Donc on va le voir juste après, mais imaginons que vous avez votre bronche ici et vous avez le corps étranger à l'intérieur ou bien une tumeur qui va être dedans. À l'inspiration, la bronche, elle va se dilater et donc l'air, il va bien passer. Et à l'expiration, l'air, la bronche, elle va se collaber. Et donc ici, hop, et donc l'air, il va rentrer dans un sens, hop, ok, mais dans l'autre, il ne va pas sortir. Et donc ici, ça va plus à l'inspiration et à l'expiration, ça ne sort pas. Donc on finit par un poumon qui va augmenter comme une soupape. Il va finir par augmenter et quand on va repousser pour sortir, la bronche sera collabée et donc c'est ce qu'on appelle un piégeage. Après, la téléctasie, c'est autre chose, c'est que ce soit en inspiration ou en expiration, la bronche, elle est complètement bouchée. Et donc, au lieu d'avoir un poumon qui va rester comme ça, aéré, ben malheureusement, en fait, le processus va complètement collaber le poumon. Et donc, au lieu d'avoir eu un truc comme ceci, okay, ce qui va se passer, c'est qu'après, au fur et à mesure, hop, le poumon va complètement se collaber. D'accord? Donc, au lieu d'être comme cela, le poumon va terminer, hop, hop, et va terminer comme ça, alors qu'il était censé être comme ça. Et donc, du coup, hop, il va se rétracter. Tac. Et donc ça c'est une rétraction du poumon et donc ça va attirer les tissus hop, vers ce point convergent ici. Et voilà, donc on va voir que dans tout ce qui est atélectasie, c'est secondaire à une bronche qui est obstruée, donc le poumon ne peut plus se ventiler, le poumon d'aval est complètement collabé et donc on va avoir des signes qui vont être attirés vers le cœur de l'atélectasie. Okay, moi j'avais mis un petit peu de temps à comprendre ça, mais quand vous avez compris que l'atélectasie était secondaire à un comblement d'une bronche avec une atélectasie, ça veut dire juste entre guillemets rétraction du parenchyme d'aval, c'est vraiment le parenchyme d'aval vers un point convergent, et on va comprendre les signes ensuite en radiographie. Donc si on regarde à quoi ça correspond, vous avez le poumon, donc ça c'est pour le syndrome bronchique, le piégeage. On voit qu'en inspiration, les deux poumons sont de taille similaire, et quand on va faire expirer, c'est souvent à droite, la bronche ici droite, elle ne va pas arriver à s'expulser son air. Et donc ici, vous voyez que le poumon droit reste hyper inflaté. Il reste plein d'air, parce qu'il n'arrive pas à faire sortir son air à l'expiration. L'air, il essaie de sortir, mais la bronche, elle est complètement collabée. Okay, vu que la bronche est collabée, l'air, il n'arrive pas à sortir. Et donc là, ici, le bouchon, il est plutôt à droite. Alors que ici, à gauche, les bronches, elles sont fines, parce qu'elles essaient de se faire l'air sortir, et l'air, il sort bien. Okay, donc le problème, il est ici. Et ça, pour la téléctasie, c'est différent. On voit que toute cette partie-là, donc vu que le poumon, au lieu d'être bien aéré, il s'est complètement tassé. Vous avez ici quelque chose qui est complètement une vraie opacité. Okay, donc là, on a une vraie opacité. C'est vraiment radio-opaque à cet endroit-là. Et ce qui se passe, c'est que vu que le poumon s'est rétracté sur lui-même, vous allez une attraction des structures. Et donc là, vous voyez que la trachée, elle est un petit peu attirée vers ce point-là. La trachée, elle est tirée vers là, vers le centre ici de la téléctasie. Voilà. Alors que si, voilà, donc la téléctasie, et on voit que la scissure, normalement, elle est censée être comme ça. Et là, la scissure, hop, pareil, elle va être attirée vers le haut. Et c'est pour ça qu'elle a cet aspect-là. Voilà donc pour la téléctasie, avec la téléctasie du lobe supérieur droit, avec attraction des structures adjacentes, que ce soit la trachée ici, ou bien la scissure. Voilà donc pour la téléctasie, on peut avoir plusieurs choses, soit ça peut être un corps étranger à l'intérieur, soit ça peut être une tumeur, ça peut être plein de choses. Voilà. Ensuite, en termes de syndrome alvéolaire, donc ça c'est souvent, vous avez souvent des questions, donc c'est important qu'on va bien détailler. Le concept du syndrome alvéolaire, c'est, vous avez dans votre schéma du poumon, vous avez vos bronches, d'accord, vous avez la grande bronche, donc on va essayer de se mettre ici, vous avez la bronche droite, ok, qui va arriver là, et puis après au fur et à mesure, elle va devenir de plus en plus petite, avec les bronches bronchioles, etc. Et après, au bout, hop, vous allez avoir les alvéoles. Et donc vous allez avoir les alvéoles ici, sous forme de plusieurs nids, comme ça, vous allez avoir vos alvéoles, comme ceci. Okay. Et donc ce qui va se passer, c'est qu'au niveau d'un lobule, avec les alvéoles, etc., elles vont se remplir comme ça d'eau, les alvéoles. D'eau ou bien de pus. Donc quand c'est de l'OAP, c'est du transsudat, quand c'est une pneumonie, c'est de l'exsudat, etc., etc. Elles vont se remplir de pus, sauf que c'est pour ça qu'on parle de syndrome alvéolaire, parce que les bronches, elles ne sont pas remplies. Et donc ici, vous allez avoir de l'eau à l'intérieur des alvéoles. Et donc, vu qu'il y a de l'eau, on a vu que l'eau, en termes de densité, elle était importante. Donc, quand on va prendre la photo de cet endroit-là, eh bien, au lieu d'avoir quelque chose qui est plutôt noir parce qu'il avait beaucoup d'air, vous allez avoir quelque chose qui est plus blanc. D'accord ? Et donc, c'est pour ça que tout ça, c'est des alvéoles qui sont remplis d'eau. Et ce qui se passe, c'est que vu que les bronches, elles ne sont pas remplies, vous avez ici vos bronches qui sont normales. Tac, vous avez vos bronches qui sont normales qui vont bien ressortir dans toutes ces alvéoles qui, elles, hop, 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 tout ça, c'est rempli d'eau. Et tout ce qui va ressortir, ce sont, elles, les bronches qui ne sont pas remplies d'eau. Donc c'est pour ça qu'on parle de bronchogramme aérien, c'est le fait de bien voir l'air en contraste. En fait, c'est pas que les bronches sont anormales, c'est juste que de manière normale, vous voyez que les bronches, en fait, elles sont censées être visibles, mais vu qu'elles sont autour du noir dans du noir, on ne le voit pas. D'accord ? C'est comme si là, moi, je m'amuse à écrire en blanc. Vous voyez pas
vous voyez pas, d'accord? Sauf que si tout était noir quand j'écris en noir dedans, vous voyez rien, et sauf que si tout est blanc et que j'écris en noir dessus, et bien vous voyez bien vos bronches. Et bien là c'est la même chose. Là on a quelque chose qui est rempli de liquide, quand j'écris en noir, vous voyez bien. Ok? Donc ça c'est important à comprendre. Et ensuite, dans les signes qui vont aller dans le syndrome alvéolaire, vous avez donc des bords flous. D'accord? Donc on dit que les bords flous sont flous, dégradés et émiettés. Pourquoi? Tout simplement parce que vous allez avoir le cœur de l'infection, donc sauf quand il y a une scissure. Tout simplement parce que ça ne va pas passer la scissure. Quand vous avez une infection, imaginons de ce lobe ici, ce qui va se passer, c'est qu'au niveau du cœur de l'infection, ici, imaginons, les alvéoles, elles, les alvéoles qui sont au cœur de l'infection, elles sont complètement remplies. Donc imaginons, je vais vous représenter les alvéoles. Donc là, on va dire que là, c'est les alvéoles du cœur de l'infection. Ici aussi au cœur. Et ici, elles sont moins infectées. Et ici, moins infectées, par exemple. Ici, moins infectées. Ce qui se passe, c'est qu'elles, elles sont complètement remplies. Elles sont complètement remplies. Elles sont complètement remplies. Elle est remplie, mais à 3/4. Ok. Ici, elle est remplie, mais la moitié. Ici, elle est remplie, mais un tiers. Et elle est plus remplie. Et donc, ce qui va se passer, c'est que, du coup, l'opacité, au cœur, ça va être très... la vraie opacité, et plus on va s'éloigner, moins ça va être en opacité. Et donc, c'est pour ça qu'on dit que les bords sont dégradés. Okay, et on dit que c'est une densité hydrique, tout simplement parce que les alvéoles, elles sont remplies d'eau, donc densité hydrique. Okay, et confluent, parce que ça va confluer jusqu'au centre de l'infection. Voilà, donc centre de l'infection qui elle est complètement remplie, ici elle est complètement remplie, ici remplie à la moitié, ici remplie à un tiers, et ici plus remplie. Donc c'est pour ça qu'on va avoir des bords qui sont émiettés. Ok, voilà, et on dit que ça a tendance à être systématisé à un lobe, à un segment, parce que l'infection, elle, va être particulièrement uniquement à ce lobe-là, et pas à un autre. Voilà, et du coup ça me permet en même temps de vous parler du signe de la silhouette. On le reverra ensemble plus tard, mais comme ça je vous fais une petite introduction, parce que c'est quand même quelque chose qui est demandé. Le signe de la silhouette, il va correspondre en fait, ça va permettre de pouvoir localiser une anomalie en termes de localisation. Donc comment on va faire? Ce qui va se passer, c'est que vous voyez que ici vous avez votre cœur. Vous avez votre cœur à cet endroit-là. Si une opacité est au même niveau que le cœur, donc c'est-à-dire en antérieur, le cœur lui va être à la partie antérieure du thorax, d'accord? Donc si c'est quelque chose qui est antérieur, il va être l'opacité va cacher les contours du cœur parce qu'elle est dans le même plan, d'accord? Donc c'est comme si vous aviez deux anomalies, ok? Et si elles sont ici comme ceci dans le même plan, les contours vont être alignés. Alors que si elles ne sont pas dans le même plan, vous allez avoir une anomalie dans un plan et une autre dans l'autre plan en arrière, d'accord? Et donc c'est pour ça que les contours ne vont pas être cachés. Donc à gauche, à droite, pardon, ce qui va être en plan antérieur, ça va être le lobe moyen, alors que, on verra quand on refera l'anatomie thoracique, normalement vous devez la connaître. En antérieur, c'est le lobe moyen, alors que tout ce qui est postérieur, c'est plutôt le lobe inférieur, d'accord? Donc ici, on voit que les bords du cœur ne sont plus visibles, donc on est bien sur une pneumonie lobaire moyenne, ok? Et à gauche, c'est la même chose avec la lingula qui est la partie antérieure. Donc quand on va regarder un lobe pulmonaire gauche de cette façon-là, bon, je vais être assez schématique, mais ici, vous êtes, donc on est comme ça, d'accord? Le cœur, lui, il est en avant, et ici, c'est le lobe supérieur, hop, et le lobe inférieur. Donc la partie antérieure ici, c'est plutôt le lobe supérieur, donc ce qu'on appelle la lingula, d'accord? Donc vu que c'est lobaire supérieur, si ça va cacher les contours du cœur, ça va être plutôt l'ingulaire, donc lobaire supérieur, et si ça ne va pas cacher les contours du cœur, que ça va être la partie plutôt postérieure, donc qui va être en arrière du cœur, et donc ces contours vont, il va y avoir deux contours distincts avec les contours du cœur et le contour de l'opacité. Alors que au niveau à droite, c'est pareil, vous êtes à droite et vous avez votre poumon qui va être comme ça, d'accord, avec la scissure, hop, comme ça, voilà. Et donc ici, vous avez le supérieur, le moyen ici et l'inférieur ici. Et donc vu que le cœur est en avant, s'il y a une opacité ici, elle va cacher les contours du cœur, donc c'est comme le cas ici, alors que si l'opacité elle est là, elle va avoir des contours avec le cœur qui vont être distincts. Ok, voilà, donc ça c'était la petite explication, on le verra ensuite ensemble. Voilà, donc juste pour vous remontrer le syndrome alvéolaire. Le syndrome alvéolaire, c'est vraiment une condensation, d'accord? On voit bien quelque chose qui va être rempli de liquide. Donc ici, on comprend bien que cette partie-là, les alvéoles de cette partie-là sont remplis de liquide, donc on a une vraie opacité qui est de densité liquidienne. Comme si vous avez une... Finalement, en fait, c'est comme presque un kiss, mais en fait, c'est juste plusieurs alvéoles qui, elles, sont remplies d'eau. Voilà, ok? Et après, pareil, ici, on va avoir le cœur, et en fait ça c'est une zone qui est difficile, mais derrière le cœur vous allez avoir quelque chose qui va cacher normalement derrière le cœur, on va le voir, mais vous voyez que normalement derrière le cœur on voit les vaisseaux,
on continue à voir les vaisseaux. Là, ici, derrière le cœur, on ne voit plus les vaisseaux, donc on a vraiment une opacité, avec une opacité alvéolaire en plage rétrocardiaque. Donc on a une disparition des vaisseaux en arrière du cœur, avec apparition d'un bronchogramme aérien, on a une opacité alvéolaire en zone aveugle. D'accord? Voilà, et vous comprenez que quand on est en arrière du cœur, on est plutôt en lobaire inférieur. Ok? Voilà. Donc ça, c'est pour le syndrome alvéolaire, c'est vraiment le fait de voir une opacité qui est vraiment de densité liquidienne, qui est la plupart du temps confluente, avec une densité qui est hydrique, on a dit, homogène, avec des bords flous, dégradés, émiettés, etc. etc. Voilà. Ensuite, le deuxième syndrome à bien connaître, c'est le syndrome interstitiel. Lui, ça va être différent, ça va être consécutif à, vous allez avoir votre lobule pulmonaire qui va être donc comme ceci, ok, avec le lobule ici, les alvéoles avec la bronchiole terminale et les alvéoles qui vont être en grappe comme ceci. Voilà, vous avez toutes vos petites alvéoles comme ceci, tac. Donc ça, c'est les alvéoles, c'est le syndrome alvéolaire. Ok. Le syndrome interstitiel, lui, ça va être différent. Ça va être une atteinte de tous les tissus de soutien ici autour de l'alvéole, avec donc les choses qui vont soutenir, les vaisseaux lymphatiques qui vont arriver ici. Il y a des vaisseaux, tac, tac, tac. Il y a des vaisseaux à cet endroit-là. Il y a des vaisseaux qui sont autour ici. Donc il y a plein de tissus de soutien autour de l'alvéole, d'accord. Et donc le syndrome interstitiel, c'est une atteinte de ce tissu-là. D'accord? Donc c'est important de bien avoir ça en tête avec le schéma de l'alvéole pulmonaire. Hop, que je vais bien vous montrer. Tac, voilà. Et donc c'est important de bien avoir ce schéma en tête là. Avec ici, vous voyez la bronche qui arrive, tac, avec les artères, les alvéoles qui sont tapissées. Et vraiment, c'est même pas le schéma de l'alvéole, c'est le schéma du lobule pulmonaire. Et le schéma du lobule vous permet de comprendre ça. Voilà. Et c'est ça le schéma du lobule. Et vous voyez que vous avez votre artère centrolobulaire qui va arriver avec la bronche bronchiole et qui va rentrer dans un lobule, le lobule, voilà. Et dans ce lobule-là, ensuite, vous allez avoir les alvéoles. Et en fait, l'atteinte du tissu interstitiel, c'est tout ce qu'il y a autour, donc à l'intérieur des lobules, d'accord. Donc c'est pour ça que quand on a une atteinte, on va le voir, quelque chose des réticulations intralobulaires, ce sont les atteintes à l'intérieur de ce lobule. Et vous pouvez également avoir des atteintes qui sont interlobulaires, c'est-à-dire entre les lobules. Donc vous voyez qu'en fait les lobules ils sont comme ça. Le poumon il y a plusieurs lobules qui vont être collés. Le poumon c'est plein de lobules de cette façon-là. Donc il y en avait un là, il y en avait un ici de la même manière, j'en avais un ici de la même manière. Donc tout ce qui est intralobulaire c'est ici. Tout ce qui est interlobulaire, c'est l'épaississement de ces zones-là. Donc ça, c'est de l'interlobulaire, comme ceci. Tac, alors que l'intralobulaire, c'est des petites lignes dedans. Ok, voilà. Donc ça, c'est pour comprendre un petit peu tout ce qui est atteinte du lobule. Et donc le syndrome interstitiel, c'est tout ça. C'est l'épaississement de tout le tissu de soutien. Donc c'est quelque chose qui peut être plutôt diffus, d'accord. Si ça atteint vraiment tous les lobules, c'est plutôt inhomogène parce que c'est pas toujours la même chose, d'accord. Et les lésions élémentaires, on peut avoir plusieurs choses. On peut avoir des nodules, d'accord. Si vous avez des petits épaississements ganglionnaires le long des ganglions, notamment dans la sarcoïdose, vous pouvez avoir des petites lignes, vous pouvez avoir des petites réticulations. D'accord, ça a tendance à ne pas être particulièrement systématisé à un seul, lobe, d'accord. Ça va atteindre la plupart du poumon parce que souvent ça peut être des processus qui sont plus généraux, ok. Et on n'a pas particulièrement de bronchogramme aérien parce que nous n'avons pas spécialement les bronches qui vont ressortir dans les alvéoles qui vont se remplir de liquide. C'est différent, c'est pas ça le mécanisme. Ok, voilà. Et le risque, en fait, vu que c'est le tissu de soutien qui va être périalvéolaire, d'accord, avec vraiment ce lobule qui est de cette façon-là, d'accord, avec les alvéoles, l'artère et la bronche qui arrive dedans. Si tout ce tissu de soutien est attaqué et va finir par se rétracter par atteinte, on va avoir une évolution vers la fibrose avec des lésions rayonnières, des lésions de distorsion et des lésions d'attraction structurelle. Ok, donc voilà. Vous voyez ici un exemple avec ici une atteinte, le poumon il n'est pas normal avec plein de petits micronodules de partout comme ceci, avec plein de petites lignes. Donc nous avons des réticulations. Les réticulations ce sont des épaississements, des petits septa qui sont interlobulaires ou intralobulaires. Donc nous avons un épaississement de tous les septa à l'intérieur des lobules et entre les lobules, plus plein de petits nodules. Voilà, donc ça c'est dans une sarcoïdose. Vous avez, voilà, c'est ça le syndrome interstitiel. Plus ici dans cette deuxième partie avec une atteinte évoluée fibrosante avec des îles qui se situent normalement, disons, on va prendre le thorax, on va le couper comme ça en trois avec plutôt dans la partie inférieure. Mais ici vous voyez que si je le coupe comme ceci, là on est plutôt dans la partie supérieure.
thorax. Donc là, vous avez une vraie attraction des îles dans une pathologie évoluée, avec pareil, on voit des bronches qui sont tractées comme ceci. On ne voit pas vraiment de nodules, de micronodules. C'est pas facile à voir parce que les radiographies sont pas toujours de bonne qualité, mais l'atteinte fibrosante rentre dans le syndrome interstitiel. Ok, voilà. Et justement, dans ce syndrome interstitiel, après, on peut avoir tout ce qui est syndrome nodulaire. Et c'est pas exactement pareil parce que là, nous, on va essayer de détailler tout ce qui est nodule et masse, comprendre qu'il y a des choses qui vont se recouper entre eux et que justement, tout ce qui est micronodulaire, ça va rentrer dans le syndrome interstitiel, mais après les masses, là, ça va être différent. Donc voilà, et moi je voulais vous détailler justement avec cette classification. Si quelque chose qui est inférieur à 3 mm, c'est plutôt un micronodule. Si c'est entre 3 mm et 1 cm, c'est nodulaire. Si c'est supérieur à 1 cm mais inférieur à 3 cm, on est macronodulaire. Et à partir de 3 cm, on peut parler d'une masse. Voilà, connaissez un tout petit peu cette classification. Justement, si on vous mesure quelque chose, on vous met tac. Et en gros, ça va être, par exemple, ça va faire ça, et il va y avoir écrit 1. Et qu'après il y a écrit 1 et il y a écrit 4 cm, au moins vous savez que ça fait 4 cm. Ok, donc ça peut correspondre à une masse. Donc après tout ça, ça va correspondre à plusieurs choses. On peut avoir ici un gros abcès, ça peut être un gros cancer, ça peut être des choses comme ça. Un nodule, ça peut être juste un nodule évolutif, ça peut être des granulomes, ça peut être des micronodules dans des infections, d'accord, avec plein de petites disséminations infectieuses dans ces centres lobulaires. Voilà. Donc on verra en scanner parce qu'en radiographie c'est difficile justement de parler si on a une répartition qui est centrolobulaire ou pas, mais en scanner, nous, on va pouvoir justement parler de cette dissémination, donc ça, on le verra dans la deuxième partie au niveau du scanner, ok. Voilà, donc, et justement, ce côté entre la taille et la probabilité de malignité est également importante parce que même des nodules, quand ils sont inférieurs à 1 cm, nous, on va les surveiller en scanner, mais ils sont rarement, entre guillemets, malins à ce moment-là. Ils sont en train d'évoluer, certes, on va devoir les vérifier, mais voilà. Alors que pareil, si vous avez une masse qui est supérieure à 3 cm, vous avez quand même pas mal de chances que ce soit plutôt malin. Voilà. Ensuite, je voulais vous parler de tout ce qui était destruction pulmonaire avec l'emphysème, donc très souvent secondaire à le tabac, quasiment exclusivement. On peut avoir du déficit en alpha-1 antitrypsine, donc notamment chez les patients qui sont emphysémateux, jeunes, non-fumeurs, etc. etc. Voilà. On n'a pas de lésion de fibrose dans l'emphysème parce que ce n'est pas le tissu de soutien. Là, c'est les alvéoles qui sont détruites. Le tissu de soutien qui peut y avoir autour, etc., lui, il n'est pas... il est détruit en termes de... Mais il n'y a pas de rétraction, il n'y a pas de fibrose, d'accord. Donc c'est pour ça que dans l'emphysème, il n'y a pas de fibrose. Voilà, vous avez juste des sacs d'air qui sont branchés aux bronches, donc les bronches ici, tac, et au lieu d'avoir des sacs d'alvéoles qui sont bien remplis, ben vous avez en fait quelque chose qui est complètement détruit. Ok, voilà, donc ça peut être une origine de distension thoracique, justement parce qu'au lieu d'avoir un poumon qui est, entre guillemets, bien tenu, qui a une bonne... carcasse, d'accord, une bonne architecture, et ben en fait tout ce qui est à l'intérieur vous l'avez détruit et donc du coup il n'y a plus rien qui le maintient dans une bonne forme. Donc c'est pour ça qu'on peut dire que vous avez une distension thoracique et c'est justement ce que vous voyez quand vous êtes ici avec un poumon, vous voyez déjà on parle de thorax en tonneau complètement dilaté comme ceci, avec un élargissement des espaces clairs, donc les espaces aériques rétro-sternales. Donc vous avez le sternum ici, avec ici un élargissement de cet espace-là, et également un élargissement de cet espace-là, qui correspond donc à des lésions de distension thoracique avec de l'emphysème pulmonaire. Augmentation des volumes et densité et baisse de la densité du parenchyme. Évidemment, vous avez un parenchyme qui normalement est plutôt noir, mais vu qu'il y a des vaisseaux, vu qu'il y a des alvéoles à l'intérieur, etc., etc., vous avez un parenchyme qui est entre le noir et le tissu, d'accord. Mais là, plus vous avez de destruction d'alvéoles à l'intérieur, plus le parenchyme va paraître noir. D'accord. Donc vous avez peur. Quand il est trop noir, c'est des signes d'emphysème. Ok. Voilà. Donc vous avez une augmentation de la clarté du parenchyme, secondaire à la destruction des alvéoles, horizontalisation des coupoles diaphragmatiques, tout simplement parce qu'elles ne sont plus bien arquées et bien maintenues. Voilà. Avec un cœur qui devient en goutte, donc simplement parce que il va baigner ici au niveau des espaces clairs, alors que normalement il est censé bien remplir le thorax de cette façon-là. Voilà, et avec ouverture des angles costaux phréniques et aplatissement des coupoles diaphragmatiques. Voilà un petit peu. Ensuite, vous avez tout ce qui est syndrome cavitaire avec les lésions excavées pulmonaires qui vont avoir un contenu aérique à l'intérieur. Ça peut être plusieurs choses, je vais vous présenter notamment un moyen mémotechnique, mais vous avez un syndrome cavitaire bordé par une paroi qui est plus ou moins épaisse. Donc hop, hop, ici,
avec notamment tout ce qui est abcès pulmonaire. Je vous donnerai le moyen mnémotechnique au moment où on sera dans la cavité, dans le partie scanner, parce que c'est plus facile de voir les différentes étiologies en scanner. Mais voilà, le syndrome cavitaire, et avec notamment les abcès pulmonaires. Et les abcès pulmonaires, c'est secondaire avec, vous voyez ici, on a une grosse paroi assez épaisse, périphérique, et à l'intérieur, vous avez un niveau hydro avec le liquide et l'air. Donc l'air qui est en haut, bien sûr, et le liquide qui est ici. Donc ça, ce niveau hydroaérique signe la présence d'un abcès pulmonaire. Tac. Et donc justement, dans tout ce qui est caverne, cavité, vous pouvez avoir une greffe aspergillaire. On le verra dans le module thorax, mais vous n'êtes pas obligé d'être immunodéprimé pour avoir une greffe qui donne un aspergillome. Donc dans tout ce qui est paroi, vous avez une greffe d'une boule ici de champignons qui peuvent se mettre, et donc ça va donner une paroi avec ici le champignon qui va se mettre au fond. Donc normalement il va bien boucher le fond, et ici il va rester un petit croissant comme ceci à cet endroit là. Tac. Donc c'est pour ça qu'on parle de paroi dans la caverne, plus la boule ici mycotique, et en périphérie vous avez le croissant gazeux périphérique ici. Ok, voilà. Tac. Donc les cavernes, vous voyez les cavernes pulmonaires ici, donc avec deux cavernes dans la tuberculose notamment. Clac, clac. Voilà, caverne, ça ressemble à ça. Vous avez vraiment des cavités pulmonaires complètement creusées. Cancer excavé, pareil, ici. Vous avez donc une caverne avec même un niveau hydroaérique, donc vous pouvez voir un cancer qui va se surinfecter avec du liquide, etc., etc. Toujours la même chose, on a vraiment cette paroi périphérique, donc, et ce niveau hydroaérique, paroi, donc cancer excavé dans ce cas-là. Ok, voilà. Et donc justement, je vous parlais de tout ce qui était lésions excavées. Donc je vous ai proposé le moyen mnémotechnique cavite avec la présence de cancer, A de auto-immun avec notamment les nodules rhumatoïdes, le V de vasculaire pour embole septique, d'accord, dans les endocardite infectieuses, syndrome de Lemierre, I dans infectieux avec la tuberculose et les abcès, et le T pour traumatisme avec notamment les pneumatocèles. Voilà, donc retenez un petit peu ça, c'est surtout bien sûr la tuberculose, les abcès, les pneumatocèles oui, et les cancers. Après nodules rhumatoïdes c'est bien de le savoir, mais c'est un petit peu plus spécifique. Tac. Ensuite, poumon blanc à la radio, c'est une chose à savoir. Donc il y a deux étiologies, d'accord. Donc soit vous avez poumon blanc, on se demande est-ce que c'est une atelectasie ou bien c'est une pleurésie. Donc là vous avez un poumon qui est totalement blanc. On va essayer de faire la différence entre la pleurésie et l'atelectasie. On avait dit que l'atelectasie c'était quelque chose qui était plutôt rétractile, d'accord, et ça va être quelque chose qui va combler, donc qui va plutôt donner des signes compressifs. Donc là vous voyez que on va regarder les structures qui vont être autour, et notamment la trachée. On voit que la trachée est attirée vers ici, donc on a plutôt quelque chose qui va être complètement rétractile vers cet épicentre-là, donc on est plutôt sur une atelectasie. Alors que, voilà, donc ça c'est l'atelectasie, on a dit trouble ventilatoire secondaire à une obstruction d'une bronche, collapsus du parenchyme pulmonaire avec une perte de volume, et donc nous avons quelque chose qui va être homogène et dense, ce qui correspond à la partie du poumon qui va être collabée, d'accord. Donc on dit que c'est triangulaire à base périphérique, donc voilà, vous avez toute cette partie du poumon, hop là, qui va être collabée, d'accord. Donc le sommet d'un triangle c'est comme ça, donc vu que c'est comme ceci, vous avez la base périphérique et le sommet hilaire, vu que ça va correspondre vers le hile, bornette bien sûr, et des signes attractiles avec donc signes attractifs. Ok, donc attraction de la trachée, attraction de la silhouette cardiaque, attraction également des scissures. Tac. Donc hop, un bouchon. Ici, clac, la téléctasie de cet endroit-là, avec du coup attraction de la scissure, etc., etc. Attraction ici du lobe inférieur gauche qui va être hop, ici complètement. Donc vous avez votre poumon, votre cœur qui est ici, ok, et là ce lobe inférieur gauche qui va être bouché par on ne sait quel processus, et après vous allez avoir une attraction. Vous voyez que ici le cœur, le poumon pardon, il est plus petit que ici. Tac, vous avez la ligne. Donc là ça veut dire qu'il y a eu une rétraction du parenchyme secondaire, ben justement à cet effet rétractile. D'accord, donc ici ça a attiré, vous avez une attraction du hile, bon là ça se voit pas très bien, mais peut-être que le hile va être un petit peu attiré, d'accord, et ici le parenchyme il est plus petit parce que le poumon s'est rétracté sur lui-même. Voilà. Ok, et ensuite je voulais vous parler justement des pleurésies avec donc quelque chose qui est homogène et dense. La plupart du temps c'est liquidien, c'est le plus fréquent. Après ça peut être hématique, notamment dans les hémothorax, on le verra peut-être dans les modules thoraciques et également dans tout ce qui est scanner. Les pleurésies c'est un épanchement liquidien, vous avez plusieurs abondances avec simple émoussement, la ligne des moiseaux en cas
moyenne abondance et le poumon blanc quand c'est de grande abondance. Donc on a dit que c'était des signes compressifs avec donc une espèce d'opacité qui est expansive. Donc la trachée qui est refoulée, la silhouette cardiaque qui est refoulée et pareil. Ok, donc on va le voir avec pleurésie minime, simplement un comblement du cul-de-sac. Ici, de moyenne abondance avec la ligne damoiseau, hop, comme ceci. D'accord, donc ligne de damoiseau. Donc on dit qu'elle est concave vers le bas parce que quand on va vers le bas, on aperçoit quelque chose qui est concave, d'accord, alors que quand on va vers le haut, on voit quelque chose qui est convexe. Ok, et après de grande abondance, vous voyez le poumon ici qui est complètement blanc, et la différence d'avant où vous aviez la trachée qui était plutôt attirée comme ceci, là vous voyez que vous avez un poumon blanc avec une trachée qui est refoulée. Ok, donc voilà, vous avez vraiment la pleurésie à différencier bien de la télécasie qui ne donne pas le même tableau. Ok, voilà. Après, ensuite, pour vous, c'est important de connaître bien l'anatomie du médiastin, avec notamment la trachée, bien sûr, avec ici donc le cœur, le poumon. C'est comme en scanner, hein, c'est l'inverse. Donc ici, vous avez le poumon droit, ici, vous avez le poumon gauche. Le poumon droit qui a 3 lobes, le poumon gauche qui n'en a que 2. Ok, les 2 îles ici, pulmonaires, tac, vous avez les 2 îles ici. Vous avez donc le cœur gauche ici, avec surtout le ventricule gauche qu'on va voir. Et ici, on a plutôt l'oreillette droite qu'on va apercevoir, la veine cave inférieure qui arrive ici. Ici, vous avez le foie. Ici, la poche gastrique. Tac, ici, la rate par ici. Ok, vous avez les clavicules qui sont là, les 2 scapulas qui sont ici. Les côtes, bien sûr, ici, avec les arcs postérieurs et les arcs antérieurs qui sont plus difficiles, mais qui sont ici. Hop, arc antérieur. Tac, 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 tac. Voilà, et après, avec la ligne aortique, donc la gerbe aortique qui se situe, hop, de cette manière-là. Tac, la gerbe aortique. Et avec les îles, avec les artères pulmonaires de cette façon-là. Hop, voilà, avec ici la veine cave supérieure. Et voilà, en gros, c'est un petit peu sur tout ce que vous devez savoir. C'est important de bien connaître son anatomie du médiastin au niveau de la radio de thorax. Voilà. Ensuite, en termes de médiastin, il faut bien connaître également la différenciation avec le médiastin moyen qui est ici au niveau de la trachée, avec en avant le médiastin antérieur et en arrière le médiastin postérieur, avec notamment donc, ici la partie descendante de l'aorte et tout ce qui est rachis. Et il est ici au niveau moyen avec donc, le tronc de l'artère pulmonaire, ici. Et voilà, donc il faut bien connaître ces différents étages médiastinales parce que en fonction, donc si vous êtes ici, vous avez plutôt la thyroïde, si vous êtes ici, vous avez plutôt le cœur bien sûr, etc., etc. Donc en fonction du type de médiastin qui est atteint, vous pouvez savoir le type de pathologie que vous pouvez potentiellement retrouver. Tac. Et donc ça nous permet d'aborder ici un élargissement du médiastin chez cet enfant. Donc on voit les jeunes enfants avec des petits thorax, un aspect, on voit que c'est une tête d'enfant. Donc élargissement du médiastin, hop, ici, pardon, ici aussi avec cet aspect de la voile, avec un enfant qui est un petit peu plus grand, mais vous voyez ici les cartilages de conjugaison. Et donc ça nous permet de parler du thymus normal qui est donc signe de la voile et signe de la vague ici. Voilà, donc ça c'est un aspect classique, ne pas se faire avoir chez les enfants qui a un gros thymus persistant, enfin c'est voilà, c'est le thymus normal qui n'est pas encore évolué, donc ne pas se faire avoir par ce genre d'élargissement du médiastin. Voilà. Tac. Et donc ensuite pour parler des ganglions, donc les ganglions on a dit que c'était des opacités un petit peu hydriques en scanner avec voilà, quelque chose qui est plutôt hypodense comme ceci et en radiographie également. Voilà, donc quand vous avez ce genre de choses, vous pouvez suspecter des ganglions, vous verrez notamment dans la sarcoïdose qu'on abordera dans le module thoracique. C'est pareil, les ganglions, eux, ils sont visibles sous forme d'opacité périhilaire, souvent. Ok, donc là, vous voyez quelque chose qui est plutôt normal, et ici, vous voyez des gros ganglions ici confluents. Ok, voilà, donc ganglions plutôt densité liquidienne, ici comme si vous aviez des opacités périhilaires qui correspondent à des ganglions dans la sarcoïdose. Ici vous voyez au passage, quand on regarde bien tout le thorax, on ne regarde pas que les poumons, vous voyez que l'os il est plutôt normal, mais vous regardez ici au niveau du sternum et vous voyez que vous avez, ça c'est un aspect classique de sternotomie, donc à bien connaître. Tac, élargissement des îles, blablabla, voilà, filet sternotomie, valve tricuspide visible, je ne sais pas si on voit la valve tricuspide, mais bon bref. Donc là, vous voyez que vous avez un élargissement du cœur, tac, tac, par rapport à l'index cardio-thoracique. Donc il faut bien tout regarder avec élargissement du cœur ici, et ici, opacité périhilaire. Ok, voilà. Après, les pneumothorax, donc en fonction de l'abondance, vous pouvez avoir un petit pneumothorax apical, vous pouvez avoir un pneumothorax qui est plutôt axillaire, et un pneumothorax qui est complet. Ce que je voulais vous dire, c'était surtout 2 astuces. La première qui est de regarder les vaisseaux, donc le but c'est de voir un endroit où il n'y a plus de vaisseaux. Vous voyez ici un pneumothorax complet, comment on est sûr? 2 façons. De 1, de voir la ligne de réflexion pleurale, donc ligne de réflexion pleurale.
et de 2, de voir l'absence de vaisseau. C'est les deux choses qui vont vous aider. Donc ici, on voit qu'on a la ligne de réflexion pleurale là, tac, et ici, on voit qu'il n'y a plus de vaisseau, contrairement à ici où vous avez des vaisseaux. Donc c'est important de connaître ces deux aspects-là. Voilà, ici, pneumothorax complet avec absence de vaisseau ici. Tac. On regarde ici, ligne de réflexion pleurale, tac, 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 avec notamment ici des fractures. Et non, je pense que c'est surtout les articulations, pas particulièrement fracturées. Articulation, mais pneumothorax avec ligne de réflexion. Et quand on est, pour être sûr qu'il y ait un pneumothorax, vous voyez qu'ici il y a bien des vaisseaux. Et ici il n'y a plus de vaisseaux. Donc on est bien sur un pneumothorax qui est plutôt apical. Ok, voilà, ici pareil, on voit la ligne de réflexion pleurale à cet endroit-là, tac, avec ici absence de vaisseau, et ne pas se faire piéger notamment par la ligne de la scapula. Si vous avez un patient qui n'a pas bien dégagé ses scapulas, ici vous avez une espèce de pseudo-ligne de réflexion pleurale, on se pose la question et on ne pose pas le diagnostic tout de suite, on regarde s'il y a des vaisseaux. Vous voyez que ici en dehors de la ligne de réflexion, la pseudo-ligne de réflexion pleurale, vous avez des vaisseaux, donc ce n'est pas un pneumothorax. Alors que ici, oui. Ok, voilà. Pas se faire piéger pour ça. Ensuite, en termes de syndrome médiastinal, c'est important de comprendre le syndrome médiastinal avec la présence d'hyperclarté médiastinale dans un pneumomédiastin. Ok, donc c'est pas toujours évident, mais vous voyez ici des lignes comme ça, hyper claires à cet endroit-là, donc ça correspond à un pneumomédiastin. Vous l'envoyez ici, vous l'envoyez ici, tac, et ça correspond à cet aspect-là. Donc c'est plutôt rare, mais vous pouvez en retrouver, donc c'est important que je vous en parle pour que vous ayez cet aspect en tête. Tac, voilà, donc vous voyez vraiment tout ça, clac, 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 vous avez même là le cœur qui est souligné par de l'air. Donc là vous avez de l'air dans carrément le péricarde. Ok, voilà, également ici c'est un petit peu plus sioux, mais vous avez pareil le péricarde qui est un petit peu souligné par de l'air avec des signes de l'air ici également, donc pas évident. Et là, pneumopathie ici. Ok, voilà. Donc le but là c'est de vous parler un petit peu de signe de la silhouette avec notamment localiser les lésions, avec une lésion qui ici est en antérieur, donc plutôt à droite en lobaire moyen ou lobaire inférieur. Ok, donc soit lobaire supérieur, soit lobaire inférieur, soit voilà. Donc quand vous avez une opacité qui ne va pas, pardon, quand vous avez une opacité qui ne va pas effacer les contours du cœur, vous avez quelque chose qui est plutôt en postérieur, alors que si elle va effacer les contours du cœur, elle va être en antérieur. Donc ici vous avez une opacité et on voit qu'au niveau des contours du cœur, ça ne va pas les effacer, et même ces contours à lui, on peut bien délimiter ces contours. Donc vu qu'on peut bien délimiter les contours de cette lésion, c'est une lésion qui est plutôt postérieure. Ok, donc là quand on fait la radiographie de thorax de profil, on voit qu'elle est postérieure. Donc ici, on voit que l'opacité ne modifie pas les contours du cœur, d'accord? Donc on dit que le signe de la silhouette est négatif, et voilà, donc elle est plutôt voilà. Ok, donc on a dit qu'une opacité située en avant d'une structure effacera le bord homolatéral de celle-ci et vice versa. Ok, donc si la structure sont dans le même plan, les bords se confondent. Ok, donc là ici les bords ne se confondent pas, donc on a les signes de la silhouette négatifs. Donc ici vous voyez que les bords se confondent, les bords de la silhouette. Donc quand les bords se confondent, on dit que c'est le signe de la silhouette positif. Ici les bords se confondent et donc c'est plutôt quelque chose qui est antérieur, donc ça peut coller avec un timum. Ici les bords ne se confondent pas avec le cœur et donc signe de la silhouette négatif. Ok, donc ça c'est un petit peu c'est important à bien intégrer. Ici pareil, les bords de la lésion ne se confondent pas avec ceux du cœur, donc signe de la silhouette négatif. Ok, ici les bords de la lésion ne se confondent pas, signe de la silhouette négatif. Pleurésie plutôt postérieure, d'accord. Donc si ça se confondait bien, on était avec quelque chose qui était plutôt antérieur, d'accord. Donc vraiment bien connaître ce signe de la silhouette, c'est important. Voilà un petit peu pour la radiographie thorax, donc ça nous a permis de faire un point assez complet. J'espère que ça vous aura un petit peu éclairé. Si vous avez des questions, si vous avez des points précis que vous aimeriez que j'aborde, n'hésitez pas à m'en faire part. Je pourrais faire des points focus plus spécifiques sur certaines parties. Comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, le but c'est de vous faire vraiment une version de base et après d'adapter certains points, de faire des petits topos précis en fonction de vos envies. Donc n'hésitez vraiment pas à mettre des petits commentaires, comme ça moi je peux aborder des points importants, vraiment ciblé pour vous. Ok, le but c'est que ce soit le plus flexible, le plus malléable pour vous. Voilà, j'espère que ça vous aura plu et on se retrouve donc dans la prochaine vidéo pour le scanner thoracique qui pareil est un gros paquet. Donc là on a fait 60 diapositives sur la radiographie thorax et il en reste 80 pour le scanner. Donc il y a pas mal de choses à voir ensemble. J'espère que ça va vous plaire en tout cas. Moi je vous souhaite de bonnes révisions et je vous dis à la prochaine.